à tous. Alors, Ewok Talk Show est de retour pour une 3e saison. Donc, comme vous l'aurez remarqué, l'équipe a changé. Elle est toute nouvelle et toute fraîche. Cette année, je ne suis plus avec mes sœurs Robin et Romy. L'équipe est toute nouvelle. Donc, on a le plaisir d'accueillir un homme parmi nous. Oui, Ewok, ce n'est pas que pour les femmes, mais c'est pour tout le monde. Donc, je vais laisser mon merveilleux chroniqueur se présenter tout seul. Bonjour à tous, je m'appelle Bobby. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 3 sur Ewok. Ewok, yes. Alors, pour les 3 mois à venir, nous ne serons pas que tous les deux. Hein. Nous serons 3. Alors, je l'aime trop celle-là. Elle est un peu mystérieuse à la fois et aussi un peu, bon, je la laisserai se présenter toute seule. Hein. Donc, on a une psychologue. Donc, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'une psychologue est avec nous pendant 3 mois par rapport aux thèmes qui vont suivre. Donc, vous comprendrez très bien quand vous les verrez, les thèmes. Donc, je laisserai notre merveilleuse psychologue se présenter. Bonjour, Samantha, psychologue, donc je suis présente pour la saison 3. Ravie d'être avec vous. Oh, super. Vous voyez, toute fraîche, toute nouvelle. Alors aujourd'hui, on va pas trop traîner. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est très sensible. Très sensible. C'est un thème qui touche tout le monde, que vous soyez croyant, ou que vous soyez une personne, païen, si je peux dire ça comme ça, ou athée même, voilà. C'est un thème qui vous touche aussi personnellement. C'est un thème, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes qui sont décédées par rapport à ça. Et d'avoir une personne qui accepte de parler de ça à visage découvert, sans forcément se cacher, c'est vraiment une grande fierté pour nous et vraiment une source de motivation et d'encouragement. Donc, on va aborder le thème du viol avec une sœur qui est très, très courageuse et que j'admire beaucoup. Je la laisserai se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour à tous, donc je m'appelle Noëlla, j'ai 25 ans. J'habite à Villers-sur-Marne dans le 94 et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Waouh, on dirait trop genre une émission transée, tu sais. Je raconte mon histoire. Alors Noëlla, donc tout le monde veut savoir pourquoi est-ce que tu viens sur le plateau de Ewok parler du viol. Tout d'abord parce que c'est vraiment un sujet important pour moi. C'est un sujet qui a rythmé les 10 dernières années de ma vie. Ouais, quand même. Et pour moi, c'est important de sensibiliser les gens, d'en parler, d'assumer. Surtout. Ouais, c'est ça. Et de montrer que c'est pas une honte, en fait. C'est pas une honte, c'est pas un fardeau. Et c'est mon histoire, ça fait partie de moi et je l'accepte. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup en fait comment t'en es arrivée à être violée? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce qu'on peut juste savoir un peu plus sur ça? Alors, ça s'est passé quand j'avais 15 ans. C'était en 2010, le 3 février 2010. Et en fait, j'étais avec une amie à moi. Donc, j'avais accompagné à Paris pour voir quelqu'un. De fil en aiguille, cette personne nous a demandé de l'accompagner chez lui pour récupérer quelque chose. Arrivé là-bas, donc c'était à Max Dorma dans le 18e. D'accord. Arrivé là-bas, donc lorsqu'on est arrivé dans l'appartement, il s'avérait que c'était un squat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de télé ou quoi. Et il y avait trois autres jeunes hommes dans l'appartement. Donc, déjà de là, moi, je me suis pas trop sentie à l'aise spécialement. Bien sûr. Et à un moment, j'ai voulu partir. Quand j'ai voulu partir, j'ai l'un des garçons qui était déjà sur place. Donc, c'était un petit foncé de peau qui avait une balafre à la joue, qui s'est interposé entre la porte d'entrée et moi, avec une machette. Ah oui. Wow. Ouais. Wow. Wow. Et je lui ai demandé si je pouvais sortir. Il m'a dit non. Je lui ai dit qu'il faut que j'y aille. Voilà, ma mère, elle m'appelle, etc. Il m'a dit mon pote t'appelle dans la chambre. Va le voir et après tu pars. J'ai dit non, je suis vraiment pressée, tout ça. Et il m'a dit écoute, si tu veux pas que je te fasse la même balafre que j'ai, va le voir dans la chambre. Ok. J'ai dit ok, donc je suis partie dans la chambre. Et une fois rentrée dans la chambre, donc le garçon en question s'est mis dos à la porte et du coup a bloqué la porte et a commencé à me parler, donc en me disant oui voilà, est-ce que tu as un copain et tout. Et à l'époque j'avais quelqu'un, j'ai dit oui j'ai un copain, tout ça. J'ai dit je suis juste venue parce que ton pote m'a dit que en gros je dois venir te voir, sinon il me laisse pas sortir et il m'a menacé avec son couteau. Il me dit d'accord ok, fais-moi juste un bisou. Je lui ai dit non, je viens de te dire que j'ai un copain. Et il me dit ok, juste un bisou sur la joue. J'ai dit si je te fais ton bisou sur la joue, tu me laisses partir. Il me dit oui.
À savoir qu'à l'époque, j'avais pas le même gabarit que maintenant. J'étais vraiment toute menue, toute mince. Et voilà, lui, c'était, on va dire, il avait un peu le gabarit de Bobby. Donc voilà. Et donc je lui ai fait son bisou sur la joue. Et à ce moment-là, donc il m'a tenue avec une main. Il a attrapé mes mains avec une main et il m'a poussée sur le matelas. En fait, il n'y avait pas de lit dans la chambre, c'était un matelas qui était à même le sol. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a mis tout son poids sur moi. Il a vraiment déchargé son poids sur moi. Et il a commencé à déboutonner mon pantalon. En fait, avec une main, donc il tenait mes mains, il mettait vraiment tout le poids de son torse sur moi. Et avec son autre main, il a commencé à déboutonner mon jean, il a baissé. Et voilà, il a commencé à me violer. Et à ce moment-là, c'est un peu bête comme anecdote que je vais donner, mais moi, j'adore regarder New York Unité Spéciale et autres. Et en regardant ça, je me suis toujours dit non, mais le jour où je me fais violer, si ça m'arrive, je vais faire ça, je vais me débattre. Et voilà. Mais le jour où ça nous arrive, c'est totalement différent. J'étais dans un état, j'étais tétanisée. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si mon esprit s'était dissocié de mon corps. Un état de choc. C'est ça. En fait, c'est comme si vraiment mon esprit sortait de mon corps et que je me voyais, en fait. Je me voyais là, tétanisée. Et je criais « laisse-moi, arrête ». Je le frappais, je me débattais. Mais physiquement, il n'y a rien qui sortait. J'arrivais juste à pleurer, à lui demander d'arrêter. Et du coup, il y a des garçons qui défilaient dans la chambre, qui regardaient, qui rigolaient, qui me voyaient pleurer, mais ça choquait pas plus que ça. Ils me demandaient alors c'est bien, t'aimes ça et tout. Enfin, c'est un peu normal en soi. Ouais, c'est ça, non, violer c'est quelqu'un. normal. Donc pour eux, c'était. Ah oui, pour eux, normal, c'était en fait. tout à fait normal. Ils me voyaient pleurer, ils me voyaient être mal et ils me demandaient si c'était bien, si j'aimais ça. Ils disaient à leurs potes, ah ouais, c'est bien et tout. Enfin, Mais tu avais 16 ans à cette époque. 15. Et Ouais. lui, ils avaient quel âge à peu près? il avait 17 ans, lui. 17 ans? À ce moment-là, et les autres, franchement, je sais pas. Mais ils avaient tous à peu près entre 17 et 18 ans. Donc tous mineurs, c'est ça? C'est ça, sauf certains qui étaient majeurs, qui avaient 18 ans, 19. Et ouais, c'était donc voilà. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter. Il m'a pas écouté. Et à un moment, du coup, mon amie est rentrée dans la chambre. Elle a vu ce qui se passait, il a demandé ce qui se passait. Et de là, il s'est arrêté. Et moi, j'en ai profité. En fait, j'ai remis mon pantalon, j'ai pris mes affaires. J'ai pas réfléchi et je suis partie, en fait. Je suis juste partie. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis lavée. Mais je me sentais sale. Je me sentais toujours sale. J'avais beau me frotter de toutes mes forces, j'arrivais pas. Je me sentais juste sale, en fait. C'était horrible. J'ai pleuré, je crois, toutes les larmes de mon corps ce jour-là. Et j'ai essayé de faire abstraction de ça. J'avais laissé du coup mon ami là-bas en partant, sans penser à ce qui pouvait arriver ou quoi. En fait, j'ai juste pensé à moi. T'as fui un petit peu en fait. C'est ça. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai pris la fuite. J'ai vraiment pris la fuite et j'ai pensé à rien d'autre que, on va dire entre guillemets, à ma survie, si je peux dire ça. Et il s'avère que quand je suis partie, mon amie du coup a été victime, elle aussi, d'un viol par le même agresseur que moi, mais elle, c'était un viol collectif du coup. Waouh. Le même jour? Le même jour, ouais. Ah, donc quand toi En tu es fait, partie. c'est ça, ils l'ont bloquée. Quand elle a voulu partir du coup pour me rejoindre, Waouh. ils l'ont bloquée et elle a subi un viol collectif, mais pareil, le protagoniste, c'était le même que moi. Wow. Et du coup, ça, je l'ai su le lendemain. Et on s'est fait la promesse de ne jamais en parler, de garder ça pour nous. Et au final, non. C'est pas quelque chose qu'on a pu garder pour nous. Parce que c'était... C'est trop gros en fait. Ouais, c'est ça. secret à garder en fait. Ça empiète tellement sur ta vie après que tu peux pas le garder pour toi-même. C'est ça. Samantha, tu peux donner peut-être ton avis dessus avant que tu puisses continuer, je te coupe la parole. Mais en tant que psychologue, qu'est-ce qui peut, je pourrais dire, venir justement faire qu'une fille, par exemple, qui est victime de tel acte, qu'est-ce qu'elle peut faire après, peut-être le choc, je sais pas comment expliquer ça, mais est-ce que tu as une chose à dire par rapport à ça?
C'est que je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que tu avais l'impression de sortir de ton corps pendant l'acte qui était en train de se faire. Et c'est vrai qu'on appelle ça la dissociation en psycho. C'est que souvent les personnes qui sont victimes de viol, en fait, c'est un mécanisme de défense inconscient qui fait que du coup, tu deviens spectateur. Tu deviens spectateur de l'acte et ton esprit n'est plus là, mais c'est de manière inconsciente, en fait. Et c'est ça. Et donc, du coup, quand tu sors de là, tu essaies de reproduire ce même phénomène. Et ça peut conduire, du coup, à des conduites à risque. Ça peut conduire à de l'alcoolisme, à tomber dans la drogue. Parce que du coup, tu as envie de reproduire ce même phénomène où tu te dis, bah, là, j'ai rien ressenti à ce moment-là, je n'y pense plus. Et ça me rassure, en fait. Ça s'appelle les conduites d'évitement. Donc, D'évitement, c'est ça? ouais, des conduites d'évitement, ouais. Pour éviter de repenser à tout ça, quoi. Ok. Mais est-ce que la personne qui t'a fait ça, vu que vous en avez parlé après avec ton ami, je pense à vos parents, peut-être à d'autres personnes, est-ce que la personne a été justement interpellée par la loi, par la justice? Est-ce que il y a eu une suite en fait de l'histoire, parce que c'est quand même quelque chose de, pour moi c'est criminel quand même. Voilà. C'est un crime, le viol. C'est défini vraiment comme un crime. Ça me fait rire parce que la justice, comme on dit, elle est belle, la justice française. Dans le sens où, du coup, oui, ça s'est su, on a dû en parler. Il y a toute une procédure qui a été mise en place. On a été convoqué à la brigade des mineurs. Enfin, voilà. À savoir que quand ça s'est passé, c'était en 2010. Le procès a eu lieu en 2017. 7 ans après? Ouais, 7 ans après. Waouh, c'est énorme. Du coup, ça a été 7 ans d'enfer. 7 ans de rendez-vous avec un avocat commis d'office, à la juge d'instruction, à la brigade des mineurs. 7 ans à ressasser ce qui s'est passé, à parler, à être auditionné, à répéter les mêmes choses, à radoter. Voilà. C'était 7 ans de ça. Mon quotidien, pendant 7 ans, ça a été ça. Sachant qu'entre-temps, j'ai été victime de plusieurs... Enfin, j'ai été menacée. Le garçon en question a ramené des groupes de filles pour me frapper. Oh. On m'a ouvert la tête, j'ai eu un traumatisme crânien. Ah oui. Il m'a frappée. Enfin, c'était vraiment... J'avais l'impression d'être dans un film, en fait. C'était vraiment... ma vie, c'était un film. Enfin, voilà. Et quand le procès a eu lieu, donc ça a duré 1 semaine en cour d'assises, c'était vraiment éprouvant parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais être de 9h à 22h, voire 23h dans un tribunal. Ah, c'est long. Ouais. Waouh, c'est super long. C'est super long. 200 quand même. Ouais, c'est super long avec une seule heure de pause. En fait, c'est éprouvant psychologiquement, mais vraiment. Et donc, le premier jour, il y a le récapitulatif des faits, les personnes qui vont être entendues, etc. Donc, tout le monde revient. C'est-à-dire tous les experts qu'on a vus, mandatés par la Cour pendant l'instruction, toutes les personnes qui ont été en contact avec nous par rapport à cet événement, nos parents, l'infirmière scolaire, voilà, vraiment toutes les personnes qui ont été proches de cette histoire. Et il y a également nous qui prenons la parole. Donc mon ami, on a pris la parole, nos parents également. Et je me rappelle que le 2e jour du procès, c'était du coup un mardi, à la pause déjeuner, j'ai fait un malaise parce que en fait, je faisais des nuits blanches. J'arrivais plus à dormir, je mangeais pas, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais j'essayais de relativiser, de me motiver en me disant que après ça, je pourrais enfin tourner la page sur ce qui m'est arrivé. Il me fallait juste que je tienne encore quelques jours. Donc le mercredi, c'était à moi de témoigner. Donc voilà, il y a le président, il y a le jury. J'ai raconté ce qui s'est passé encore une fois. J'ai dû rentrer dans les détails une fois de plus. J'ai dû revivre ce moment une fois de plus. Et faire comprendre aux gens que ce qui m'est arrivé, ça m'a vraiment bousillée en fait. Vraiment. Et que le fait que le procès ait lieu 7 ans après, c'était pas normal. Parce que pendant ces 7 ans-là, je pouvais pas vivre en fait. Je survivais tout simplement, sachant que
mon agresseur était dehors. Mm. C'était ça le comble, en fait. De me dire que pendant ces 7 ans, moi, je survivais, lui vivait sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. Mes parents ont pris la parole. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai ressenti le mal que ça leur avait fait, en fait, ce que j'avais subi. Avant ça, je pense pas que j'avais vu... Je voyais que ma souffrance personnelle. Et là, en fait, j'ai vraiment vu à quel point ce traumatisme-là les avait aussi impactés. Et voilà, et en gros, l'audience a suivi son cours, tout le monde est passé, les accusés comme les parties civiles. Les avocats ont fait leur plaidoyer. Et à la fin, le verdict qui a été rendu, c'est qu'il a pris 6 ans ferme pour 2 viols. Donc, mon viol et le viol collectif de mon ami. Juste 6 ans. Ouais, et à ce moment-là, en Pas fait, plus, normalement? de base, la procureure avait demandé la peine maximale qui est de 20 ans pour les majeurs. Mais au moment des faits, sachant qu'il avait 17 ans et demi, elle avait demandé à ce qu'il soit du coup jugé comme étant majeur. Donc elle avait demandé la peine maximale. Il n'a eu que 6 ans ferme. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu le verdict, il y a une partie de moi qui me suis dit ouf, il a été condamné, donc j'ai été crue. Pour moi, la condamnation allait de pair avec le fait que j'ai été prise au sérieux, que la justice m'a cru, en fait. Et il y a une autre partie de moi qui me suis dit excusez-moi du terme, mais c'est un peu du foutage de gueule. Dans le sens où il a violé 2 personnes. Il n'a émis aucun regret, il ne s'est jamais excusé. Et il n'a pris que ça. Donc pour moi, je l'ai pris comme si c'était en fait le condamné pour dire voilà, on a quand même rendu justice sur une affaire de viol. On a mis du ferme. Donc voilà, j'étais vraiment mitigée, mais je me suis dit c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Donc de là, il a directement été déféré à Fleury et je me suis dit là c'est bon, je vais pouvoir recommencer ma vie. Et en fait, ça a été tout le contraire, quoi. Parce que il y a eu vraiment le contre-coup du procès, le contre-coup de toute cette histoire. Mais c'est quand même scandaleux qu'ils ne prennent que 6 ans. C'est ça Parce qui que me choque, en fait. logiquement, ça voudrait dire qu'en fait, il n'a pris que 3 ans pour ton cas. 3 ans pour ton cas, 3 ans pour l'autre. Ouais, c'est ça. Et c'est scandaleux. En gros, c'est comme si on encourageait les personnes, enfin, excuse-moi du terme, les hommes en soi, à violer d'autres filles. Et ils vont se dire que dans tous les cas, je vais prendre seulement 3 ans. De toute façon, les prisons en France ne sont pas scandaleuses, on va pas se le mentir. Ils jouent à la play, ils ont à manger, ils ont à la télé, ils ont leur téléphone. Donc pour eux, c'est comme si prendre 3 ans pour un viol, c'est rien. Donc donner 6 ans pour 2 viols, c'est scandaleux parce que il n'y a pas vraiment en fait de sanction. Non. La peine maximale de 20 ans aurait été plus juste. Ils seraient peut-être dit ah mince quand même j'ai quand même fauté, 20 ans quand même, ça fait réfléchir. Tu te poses les bonnes questions. Mais 6 ans, sachant que parfois certains pour bonne conduite peuvent sortir plus tôt. Ce qui s'est passé, Ok, C'était pour d'accord. bonne conduite. je sais pas si c'était pour bonne conduite parce qu'au final, j'ai pas été mise au courant qu'il était sorti. Je l'ai appris vraiment par hasard. Mais quand sorti je quand dis par hasard, il est sorti 1 an et demi après. Waouh. Ok. 1 an et demi. Donc il a pris 6 mois par personne. Ouais, c'est ça, clairement. Et quand je vous dis j'ai Scandaleux. vraiment su par hasard, c'était vraiment par hasard. Et je me suis dit c'est impossible, c'est pas possible. Le lendemain, j'ai appelé Fleury, j'ai donné son numéro d'écrou, toutes les informations. Et la dame au téléphone qui me dit oui, effectivement, il est sorti. Waouh. J'ai dit c'est une blague. Elle me dit non. J'ai dit mais c'est normal que j'ai pas été mise au courant ou mon avocat. Elle me dit ah bon, personne vous a prévenu et tout, nan. J'ai dit non. Elle me dit ah non, il est sorti, vous auriez dû être prévenu, mais bon voilà, des fois ça arrive que les victimes ne soient pas prévenues. J'ai dit vous trouvez ça normal? Wow. Elle me dit écoutez, c'est pas moi qui fais les lois, etc. J'ai dit d'accord, mais en fait là, c'est quelqu'un qui m'a violée, qui avait pris 6 ans ferme, déjà que je trouvais trop peu, et qui sort au bout d'1 an. Donc je comprends pas dans ce cas pourquoi vous voulez pas juste mettre du sursis, tout simplement, ce sera aller plus vite en fait. Au moins mentalement j'aurais été conditionnée à me dire voilà il est dehors mais voilà. Et elle me dit oui mais de toute façon il a une ordonnance restrictive, vous pouvez pas vous approcher, etc. J'ai d'accord, mais quand il a envoyé des gens me frapper, ça l'a pas empêché en fait. Donc votre bout de papier, qu'est-ce que ça va changer? Et bref, la dame elle m'avait clairement énervée, mise hors de moi et j'ai raccroché. Et j'ai dit, c'est inadmissible. Et c'est vraiment là que je me suis dit, la justice n'en a rien à faire des victimes de viol. La justice n'en a vraiment rien à faire. Parce que quand c'est pour tout ce qui est trafic de drogue,
ce genre de choses. On nous bassine de midi à 14h dans les informations. Tant de kilos de drogue retrouvés, tant de ceci, tant de cela. Mais pour les viols, non. La plupart des violeurs s'en sortent avec un sursis. Dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, c'est quoi 3 ans ferme. Ouais. Et encore les 3 ans. il a fait 1 an. Donc. Voilà, les 3 ans, ils ne les font même pas. C'est hallucinant. Et c'est incroyable. Sachant, comme tu l'as dit, les prisons de nos jours, c'est quoi? C'est pas comme les prisons américaines. Ah non, En France, moi, comme je dis, en fait, ils sont en vacances. Pour moi, c'est des vacances payées aux frais des contribuables. Je suis désolée. Parce qu'à partir du moment où en prison, ils ont des téléphones, des smartphones, qu'ils arrivent à snapper normalement, la télé et tout. Ils snappent, ils montrent en fait leur quotidien comme si c'était normal. Je me dis, mais c'était vraiment du foutage de gueule. Ça veut dire que la justice, l'État, c'est ce qui se passe dans les prisons. Ils sont conscients de tout ça. C'est pas pour autant qu'ils renforcent les contrôles ou qu'ils font changer les choses. Non, il n'y a rien qui change. Donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, quand moi, il a été condamné, je me suis dit, en fait, ça ne changera rien. Parce que, c'est comme s'il était dehors, en fait. Tout simple. Il vit sa vie, il vivra sa vie. Parce que, voilà, le parloir, il verra quand même sa famille. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas quelque chose de punitif. Est-ce que tu l'as revu entre-temps? Non. Même dans la rue, entendre parler de lui, des amis depuis qu'il s'est fait... qu'il a été relâché, non. Mais du coup, pendant l'instruction, oui. Il m'est arrivé de tomber nez à nez avec lui. Mais là, depuis qu'il est sorti de prison, non. Mais oui, après, du coup, j'en entends parler parce que c'est quelqu'un qui connaît du monde parce qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait... Donc, c'était un groupe de garçons qui aimait bien traîner à la gare du Nord, ce genre de choses. Et qui avait cette habitude-là de violer des filles, de se battre entre groupes de garçons. Parce que voilà, après, il y a eu énormément de cas de viol qui ont été... signalés. C'est ça, avec des personnes de ce même groupe-là. D'accord. Et voilà, j'en ai entendu parler parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube pour raconter mon histoire, ce qui m'est arrivé. De là, j'ai beaucoup de filles qui m'ont raconté leurs témoignages, qui elles aussi s'étaient fait violer du coup par d'autres hommes du même groupe. Et pareil, qui m'ont dit que soit quand elles sont parties déposer plainte, elles n'ont pas été crues, ou ce genre de choses. Et même ça, on est face à des personnes qui sont quand même dans un service assez sensible. Donc la brigade des mineurs, c'est pas rien. Mais qui au final sont pas formés pour. Parce que par exemple, ma première audition, c'était un homme qui m'avait auditionné. Donc voilà, j'ai 15 ans, je dois parler d'un viol devant un homme qui m'a pas mise en confiance, qui m'a demandé des détails qui me mettaient mal à l'aise. Et le fait que je ne veuille pas rentrer dans les détails, que je ne veuille pas expliquer comment il avait introduit son sexe en moi, ce genre de choses, cet officier m'a clairement traité de menteuse en fait. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte que là, vous pouvez envoyer un innocent en prison et tout? J'ai dit, c'est une blague. Wow. Ou parce que sur le coup, je ne me rappelais pas la couleur de mon t-shirt. Alors qu'en soi, je savais exactement comment j'étais habillée. Tout, mais la façon dont il posait des questions, ouais. C'est ça. Ça fait que je m'embrouillais en fait. Et au lieu d'essayer de me mettre en confiance, de me rassurer, non. Pour lui, il me traitait ouvertement de menteuse. Et j'ai fondu en larmes. J'ai dit, d'accord, si je suis une menteuse, j'ai plus rien à vous dire en fait. De là, je suis sortie, j'ai dit à ma mère que voilà, c'était fini, je voulais plus en entendre parler, je voulais retirer la plainte. Et tant pis, c'est pas grave, comme je suis une menteuse, c'est pas grave. Et de là, un peu plus tard, ma maman a été recontactée par la brigade des mineurs de Créteil, de Châtelet, pardon. Et là, du coup, c'est une femme qui avait pris contact avec elle. Elle m'a parlé, m'a expliqué que voilà, elle avait eu vent de ce qui s'était passé à Créteil, qu'elle allait bientôt recommencer à zéro, que je serais auditionnée par elle. Et de là, ma mère m'a demandé mon avis. J'ai dit d'accord, pourquoi pas. Et au final, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai eu en face de moi une personne qui me croyait, qui croyait mon histoire, qui comprenait pourquoi j'avais du mal à donner les détails qu'on me demandait dès le départ, qui m'a mis à l'aise, qui m'a... C'était un climat plus sécurisant. C'est ça. Là, je me sentais... même à parler, je sentais pas qu'on me forçait la main. Là, c'était vraiment... pas de barrière, du coup, tu parlais plus... C'est ça. Et déjà, le fait que ça soit une femme, ils se rendent pas compte, mais ça influe beaucoup. Quand on est jeune, voilà, on a 15 ans, 14 ans, on vient de se faire abuser sexuellement. Mais je pense qu'aussi, même quand tu te fais violer, et que c'est un homme, du coup, qui t'auditionne, peut-être, hein, mais inconsciemment, en fait,
tu identifies en fait cet homme-là à ton agresseur, du coup, t'as pas forcément peut-être envie de lui parler, Ouais, de c'est te ça, livrer. On se braque, en fait. Voilà, tu te braques Ouais, et tu te dis non. Il est peut-être comme mon agresseur. Qui me dit pas que derrière, il fait ça aussi à d'autres personnes? Ouais, mais même Donc, de se dire, c'est de tout toute ça. façon, vu que c'est un homme, bah, il va prendre leur défense, en fait. C'est ça. C'est ça, ça fait que je me suis braquée. C'est passé, je pense. Donc, ouais. Ouais, je me suis braquée parce qu'en me disant, oui, mais tu sais que tu peux envoyer un innocent en prison. Enfin, j'ai 15 ans, j'ai dû quand même parler de ça à mes parents, ce qui n'a pas été facile. Là, je viens pour faire un dépôt de plainte devant vous. J'ai vraiment que ça à faire de m'inventer une vie, m'inventer un viol et venir en parler. Non, enfin, je me suis dit, encore une fois, je me suis dit, c'est vraiment du foutage de gueule. Enfin, et ça a été, honnêtement, ça a été une procédure qui a été vraiment, vraiment, vraiment lourde, psychologiquement parlant. Et pour revenir, excuse-moi, et pour revenir par rapport à tes parents, parce que c'est vrai que tu as survolé un peu le sujet sur tes parents, comment ça s'est passé? Comment ils ont appris en fait? Dans quelles circonstances? C'est toi qui leur as dit? Alors, Ils ont j'avais entendu été parler? hospitalisée à l'hôpital Robert Ballanger quelques semaines, enfin c'était au mois de mars, après m'être fait frapper par 3 filles, dont une qui était la copine à l'époque d'un des amis de celui qui m'avait violée, mais d'un des acteurs qui avait violé du coup mon ami. Et donc voilà, elle m'avait frappée, etc. Donc j'avais fait un malaise, j'ai été hospitalisée à Robert Ballanger. Et arrivée aux urgences, quand l'infirmière a pris mes constances, etc., j'ai craqué et je ne sais pas pourquoi je lui ai raconté ce que j'avais subi. Et je ne sais pas si c'était la fatigue, je sais pas, c'est ça. Mais en fait, j'avais besoin D'évacuer. C'est ça. Ouais. Et à force de regarder toutes les séries, je me suis dit, j'en ai parlé, mais bon, ce sera sans conséquence parce qu'il y a le secret médical. Mais en fait, je ne savais pas que le secret médical ne s'appliquait pas quand on était mineur, à ce moment-là. Donc le lendemain, je vois arriver dans ma chambre un pédopsychologue. Donc voilà, il se présente à moi, etc. Il me dit que l'infirmière lui a dit ce que j'avais subi. Donc moi, au début, je faisais celle qui ne comprenait pas, qui ne voyait pas de quoi il parlait. Et bref, il a redit mes propos de la veille, etc. Donc voilà, j'ai assumé, j'ai dit oui, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Je lui ai expliqué, il m'a demandé si mes parents étaient au courant, je lui ai dit que non. Et il m'a dit qu'il fallait que j'en parle à mes parents. Que sans ça, je ne pouvais pas sortir de l'hôpital, etc. Parce que ce qui s'est passé, c'est trop grave pour qu'ils puissent me laisser sortir comme ça et sans qu'il y ait de suite. Et j'avais pas le choix. Du coup, il a convoqué mes parents. Il nous a mis dans son bureau. Il a juste amorcé la chose en disant, voilà, votre fille a quelque chose à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Et moi, je me suis retrouvée là face à mes parents. En me disant dans ma tête par où je vais commencer, comment ils vont réagir. Enfin, C'est dur, les parents africains, c'est compliqué. Hein. C'est ça, sachant que mon père, lui... Ils vont t'accuser, toi. Est-ce que c'est pas d'abord toi? C'est pas à cause de toi? Sachant que moi, mon père, il a vraiment la mentalité africaine. C'est-à-dire que voilà, il est dans toute sa splendeur. Donc c'est un homme avec toute sa fierté, tout ce que ça... c'est ça. Et ma mère, à l'inverse, vu qu'elle est quand même franco-ivoirienne, on a quand même aussi, on va dire, cette tolérance, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, ou ce recul face à ce genre de choses. Ce qui fait qu'en soi, la réaction de ma mère, j'avais un peu appréhendé un peu comment ça allait se passer, mais mon père, j'étais vraiment dans le flou. Parce que autant j'ai toujours été la petite princesse à son papa, autant là, je ne savais pas comment il allait réagir. Et quand je l'ai dit, il a réagi de façon très, très violente. Il a dit que j'étais une pute, que c'était de ma faute. Il a demandé l'adresse, le nom des personnes, qu'il allait régler ça lui-même. Enfin bref, il est rentré dans une colère noire. Sachant que ce même jour, comme par hasard, mon ami est venu me rendre visite. Il l'a traité de pute aussi, il lui a dit que c'était de sa faute. Enfin, j'étais là, j'étais en train de pleurer. Je lui ai dit, papa, arrête, c'est pas de sa faute. Enfin, le personnel médical a dû intervenir. Enfin, c'était horrible. Et ma mère, qui est de base de nature très très calme, est restée calme. Elle m'a dit que ça allait aller, elle m'a consolée, elle m'a réconfortée. Et sachant que de base, j'avais quand même une relation assez conflictuelle avec elle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne aussi bien, qu'elle ait vraiment cet appui. Et tout au long de la procédure, c'est elle qui a été présente. Elle a vraiment été mon pilier. Elle m'a accompagnée vraiment dans toutes les étapes.
Les moments où j'ai voulu laisser tomber, elle m'a jamais obligée à reprendre. Elle m'a toujours dit, c'est toi qui décides. Si tu veux continuer, on continue. Si tu veux arrêter, on arrête. Et c'est ce qui m'a vraiment quand même aidée à tenir le coup. C'était sa force, sa présence. Et le fait de savoir voilà, qu'elle était là et qu'elle serait toujours là envers et contre tout. Alors qu'à partir de cet événement-là, ma relation avec mon père, elle s'est quand même assez dégradée. Sachant que le monde a quand même le même caractère. On est, voilà, on est deux gros tempéraments, c'est ça. Donc, tout le monde me disait, voilà, Noëlla, c'est ton papa. Va lui demander pardon et autres. Je disais, non. Je veux bien, c'est mon père, je dois le respecter et autres, mais non. À un moment donné, ça suffit. C'est pas parce que je suis son enfant qu'il peut se permettre tout et n'importe quoi, qu'il peut se permettre d'avoir ce genre de propos. Parce qu'en fait, le mot pute, venant de sa part, ça m'a vraiment, waouh. Ça m'a fait tellement, ouais, c'est ça, ça m'a fait tellement mal. Parce que pour moi, mon papa, j'étais sa petite princesse, j'étais son tout. Qui disent quelque chose comme ça, qui pensent ça de moi, ça m'avait détruite. Plus que je ne l'étais déjà. C'est plus dur, en fait, c'est ça. Les parents. Autant après, voilà, les gens, quand ils l'ont su, certains ont dit que j'étais une pute, que je l'avais cherchée, que j'étais consentante, mais j'assumais pas. Enfin bref, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais arrivé à un stade, ça m'atteignait plus. Mais venant de la bouche de mon père, quand même la personne qui m'a élevée, pour qui j'étais la princesse, qui me disait oui à tout. Enfin, ça a été vraiment dur. Et c'est ça, on se rend compte dans ton histoire qu'il y a plusieurs liens de confiance avec l'adulte quand même qui ont été brisés parce que, par exemple, tu parles de la justice où normalement on est censé être en sécurité. On se sent normalement en sécurité parce qu'on se dit que voilà, on va enfin nous rendre justice. Et là, il y a déjà un premier lien qui a été brisé. Et puis le fait que voilà, tu es à l'hôpital et que tu oses raconter ton histoire parce que tu es fatigué et que cette personne-là en parle au pédopsychiatre. Alors qu'on sait que c'est pour ton bien, c'est pour t'encourager, toi, et t'aider. Mais il y a encore un lien de confiance qui a été brisé avec l'adulte. Et là, on se rend compte encore avec ton père, où tu oses encore raconter ton histoire encore une fois, et encore un lien de confiance qui se brise avec l'adulte, alors que l'adulte est quand même une figure de sécurité, quoi. De confiance. Oui, tout à fait. De confiance. Et du coup, je sais pas comment tu as pu vivre avec ça. Est-ce qu'inconsciemment, il y a des choses qui se sont jouées du coup dans tes relations avec les autres, avec les adultes, que ce soit hommes ou femmes? Est-ce que... Alors du coup, par rapport à tout ça, pendant l'instruction, on me demandait d'avoir un suivi psychologique à l'extérieur. D'accord. Que ça soit au CMP ou au point écoute, enfin peu importe, mais en gros, d'avoir un psychologue. Et par rapport à tout ça, j'ai toujours dit non. Les seules fois où j'ai dû voir un pédopsie ou un pédopsychologue ou un pédopsychiatre, c'était ceux qui étaient mandatés par la cour, donc pour l'instruction, donc ce qui est obligatoire. Donc là, oui, j'y allais, mais c'était les seules fois où je voyais un psy. Pour moi, je voulais pas du coup qu'il y ait encore cette redondance qu'il y avait déjà pendant les instructions, pendant les auditions. Je voulais pas parler de ma vie à quelqu'un qui, en fait, qui faisait juste son travail. J'allais juste être un cas parmi d'autres. Il n'y a pas de compassion réelle. C'est ça, je voulais pas être juste un cas sur lequel il allait se pencher. Et voilà, non, je voulais pas. Je voulais pas. Ça fait que je me suis renfermée sur moi-même petit à petit. J'ai toujours aimé écrire, ça veut dire que j'ai commencé à écrire de plus en plus. J'écrivais. J'ai commencé à avoir une attitude autodestructrice. C'est-à-dire que, sexuellement parlant, j'étais arrivée à un stade où je me suis dit, en fait, ça y est, mon corps, il est sali, il est souillé, et je couchais avec des hommes, comme ça, avec des garçons. C'est ça que je voulais en venir, justement. Bobby, je pense que, là, tu prends sa question, du coup, on va venir à ça. Est-ce que, justement, à ce moment-là, tu en viens, justement, du fait que enfin, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tu te sentes salie. Ça va, je l'ai dit. Mais est-ce qu'à un moment donné, ta perception, ta vision des hommes, est-ce qu'elle n'a pas été à un moment donné un peu dégradée, voilà. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, ça y est, les hommes, j'en ai marre? Ou est-ce que, vu qu'il y a deux extrêmes, il y a l'extrême du, comme tu le dis, je me donne, I give myself away totalement.
l'extrême où je me dis, où tu te dis plutôt, ça y est, je me renferme, blocage, barrière, j'arrive plus. Mais comment est-ce que tu as justement géré? Est-ce que tu es en couple maintenant, par exemple? Maintenant, oui. Waouh. Comment du coup tu as fait pour en arriver là où tu es maintenant? Tu as 26 ans, je pense. 25. 25 ans. Comment tu as fait pour traverser cette étape-là psychologiquement, d'avoir encore confiance après aux hommes, de te laisser en fait aimer par un autre homme en soi, après tout ça? Alors en fait, un an après ce qui m'est arrivé, 1 an et demi après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait quand même 5 ans et demi. Voilà, avec des hauts, des bas, des cassures. Mais il était au courant de ce qui m'est arrivé. Ça veut dire que je suis partie dans une relation où c'était transparent. Malgré ce que les gens pouvaient dire, c'est quelqu'un qui m'a jamais jugée. C'est quelqu'un qui m'a jamais jugée. C'est quelqu'un qui a quand même été là pour moi, qui m'a soutenue, avec qui j'avais pas besoin de parler. C'est-à-dire que quand je me mettais à pleurer, j'avais pas besoin de lui expliquer le pourquoi du comment je pleurais. Il me laissait juste pleurer, il me prenait dans ses bras. Enfin, c'était vraiment une relation spéciale. Et c'est ce qui m'a, entre guillemets, un peu redonné confiance dans les hommes, dans cet aspect-là. Mais où j'ai continué à perdre confiance en moi, dans le sens où, voilà, c'est quand même une personne qui m'avait énormément trompée. Wow. Donc, on va dire que c'était vraiment une relation, entre guillemets, un peu toxique, parce qu'il m'a apporté du bien sur certains points, mais il continue à me détruire sur d'autres points. Et c'était vraiment là le paradoxe. Et je suis quand même restée avec lui, restée, parce que j'étais amoureuse. Et justement, je me disais, lui, il m'a acceptée avec cette histoire, mon histoire. Quel homme demain ferait ça? Ouais. Quel homme accepterait, vu qu'à l'époque, je le prenais encore comme un fardeau, quel homme accepterait ce fardeau-là? Quel homme accepterait que j'ai couché avec tant de garçons parce que je me sentais sale? Voilà, en fait, quel homme m'accepterait, moi? Et donc, je me raccrochais à ça, je me raccrochais à lui. Et j'ai accepté au final tout ce qui allait pas, les tromperies, le manque de respect, parce que du coup, il y a des filles avec qui me trompaient, qui venaient me parler, qui s'en vantaient ouvertement. Wow. Enfin, ça a été quand même une boucle. Et petit à petit, j'ai continué en fait mon autodestruction. Et ce qui a fait que j'en suis arrivée là au stade où j'ai pu remettre ma confiance dans un homme, c'est que j'ai pris conscience de ma valeur. J'ai pris confiance de ma valeur, j'ai appris à me respecter en tant que femme, à respecter mon corps. Et vraiment à savoir ce que je valais. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, je ne peux plus accepter qu'une personne vienne et ne m'estime pas à ma juste valeur ou me manque de respect. Parce qu'à l'heure actuelle, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux accomplir, ce dont je suis capable. Et plus personne ne pourrait ébranler la confiance que j'ai en moi, parce que là, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Ce qui n'était pas le cas il y a encore peut-être 1 an et demi, 2 ans de cela. Et justement, par rapport à ça, j'estime que là, aujourd'hui, si tu nous parles de ça, c'est que tu es restaurée. Mais qu'est-ce qui a joué dans ta restauration? Quels sont les éléments qui t'ont permis de te relever de tout ça, de reprendre confiance en toi, comme tu dis, et de considérer ta valeur? Alors, comme on dit, lorsqu'on touche le fond, soit on remonte ou soit on se laisse couler. Et ce qui est bien, c'est que je suis vraiment passée par les 2 étapes. C'est-à-dire que je me suis vraiment laissée couler, j'ai sombré. Je peux vraiment dire, j'ai vraiment sombré. J'ai perdu la foi. Je trouvais plus en fait de sens existentiel à ma vie en fait. Pour moi, je comprenais pas pourquoi je devais rester sur cette terre. Comme après, j'ai remonté dans le sens où, grâce à ma maman qui est une grande croyante, Elle est chrétienne du coup ou musulmane? Chrétienne. D'accord. Ouais, ma famille chrétienne. Mon père, D'accord. ma mère. Du coup, j'ai repris la foi petit à petit. Petit à petit, j'ai repris la foi et il y a une phrase qu'elle m'avait dite, qui depuis est toujours dans ma tête quand ça va pas, c'est que Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Et de là, je me suis dit, c'est vrai en fait.
parce qu'il éprouve ce qu'il aime, mais il ne donne pas d'épreuves insurmontables. Mm. Il ne va pas nous faire vivre quelque chose qu'on ne peut surmonter. Et quand je regarde mon parcours, je me dis c'est vrai. Parce que je m'en suis sortie. Malgré tout ce qui s'est passé, je suis là aujourd'hui devant vous à pouvoir vous raconter mon histoire. C'est que en fait, Dieu avait prévu tout ça pour moi. C'est juste qu'à l'instant T, quand ça se produit, on est en pleine réflexion, on est en plein questionnement. Et vu qu'on n'a pas les réponses là au moment où on les demande, on lui en veut, on le blâme. Bien sûr. Et on en arrive à perdre la foi, ce qui m'est arrivé. Mais petit à petit, en ayant du coup un entourage qui a vraiment une foi inébranlable, parce que je peux le dire, ma maman, elle a vraiment une foi. Elle fait partie des rares personnes que je connaisse qui ont une foi inébranlable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque épreuve, sa solution, c'est Dieu, c'est la prière. Et des fois, j'étais là, je lui disais, mais maman, comment t'arrives encore à croire en lui après tout ce qu'il nous a infligé? Et elle m'a dit ça. Dieu donne, c'est plus dur combat, c'est plus fort soldat. Sache qu'il ne met pas des épreuves comme ça sur la route de tout le monde. Si toi, il t'a mis cette épreuve-là, c'est qu'il savait que tu étais capable de la surmonter, qu'il savait que derrière, tu allais accomplir de grandes choses. Et quand je vois aujourd'hui ce que j'ai pu accomplir, je me dis, c'est vrai en fait. C'est juste qu'il faut laisser le temps au temps. Et quand on dit vraiment la patience est une vertu, c'est ça. C'est magnifique. Et par rapport à ça, qu'est-ce que aujourd'hui quels sont les fruits de tout ça aujourd'hui? Alors tout d'abord, j'ai pu me reconstruire vraiment. D'accord. J'ai pu arrêter de survivre, mais recommencer vraiment à vivre. J'ai écrit un livre, donc voilà, où je raconte mon histoire, qui s'appelle Laissez-moi vous raconter. Qui est disponible déjà? Pas encore. D'accord. Mais il va sortir cette année en tout cas. Oh, bravo, félicitations. Donc voilà, merci. Et j'ai aussi créé mon association, donc pareil, qui s'appelle Laissez-moi vous raconter, parce que pour moi, c'est la même chose. Les deux, c'est mon histoire en fait. Et c'est une association du coup qui a deux pôles. Un pôle prévention, donc où vraiment on fait de la sensibilisation et de la prévention sur le thème du viol sur mineurs. Donc on explique aux jeunes et aux moins jeunes, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui est sensibilisé sur cette cause. Tout ce qui est la notion de consentement, le consentement sexuel, tout ce qui est qu'un non, c'est un non, et que même si la fille au début elle a dit oui et qu'après elle dit non, c'est le non qui prévaut. Qu'une femme peut s'habiller comme elle veut, ça n'excuse en rien qu'un homme puisse abuser d'elle. Comme j'aime bien le dire, c'est vraiment une métaphore, mais voilà, je le dis souvent. Demain, si je décide de me balader nue dans la rue, en aucun cas, ça donne le droit à un homme d'abuser de moi. En aucun cas. Non. C'est pas ça, en fait. La vie, c'est pas ça. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes. Parce que s'ils ont c'est une pute facile, c'est cela au lycée, au collège. Et je veux leur faire comprendre que non. Vous dites que c'est une pute. Déjà, le mot, il n'est pas approprié. Salope serait plus approprié. Mais au-delà de ça, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Ça veut dire que moi, au lycée, on me traitait de pute, mais on ne savait pas ce que j'avais vécu. Et ces mêmes personnes-là qui me traitaient de pute, une fois mon histoire connue, c'est ces mêmes personnes-là qui sont venues m'envoyer des paragraphes argumentés d'excuses sur Facebook. Donc j'aurais dit, faites attention au mot que vous employez. Arrêtez de juger les gens, parce que vous n'êtes personne pour les juger. Bien sûr. Et j'aime bien leur dire, demain, votre sœur, votre cousine, une femme de votre famille, une fille de votre famille se fait violer, et quelqu'un vient vous dire, ouais, mais bon, elle est habillée comment? Vous allez réagir comment? Et du coup, là, ils se remettent en question, ils disent, ah oui, c'est vrai, nanana, ça me plairait pas, ceci, cela. Je dis, voilà. Donc, avant de dire, elle, c'est une pute, c'est ceci, c'est cela, ou avant de dévaloriser une fille, essayez de vous mettre, dites-vous qu'en fait, c'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, la cousine de quelqu'un. Et voilà, le pôle prévention, c'est vraiment, a vraiment ce but-là. Et le pôle tutorat, qui est le deuxième pôle, et pour moi, vraiment le pôle le plus important, c'est en fait un pôle dans lequel on met en place une relation grande sœur, petite sœur, donc entre des jeunes filles mineures victimes de viol, qui sont prises en charge par des femmes comme moi, donc des filles qui ont été victimes de viol, mais qui ont réussi à prendre leur revanche sur le traumatisme, à avancer, à se reconstruire, pour vraiment les accompagner dans tout ce qui est démarches administratives, démarches judiciaires,
parce que justement, pour être passée par là, j'ai vu à quel point c'était difficile, à quel point c'était compliqué. Et qu'elles ont, entre guillemets, voilà, une grande sœur qui les accompagne. C'est un bon soutien parce qu'on sert de relais auprès des familles. On explique aux familles que non, en fait, leurs filles, elles ont été victimes. C'est pas elles. Ouais. C'est elles les victimes. Le violeur n'est pas la victime. Bien sûr. Ça, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, alors que c'est quelque chose d'évident. C'est comme si demain, je prends un pistolet et je tire sur une personne. À partir du moment où je tire, je suis l'auteur du crime. Et la personne sur qui j'ai tiré est la victime. Le viol, c'est la même chose. Il m'a violée, c'est moi la victime. En aucun cas, je l'ai cherché ou quoi que ce soit. Bien sûr. Donc, on veut vraiment faire comprendre ça aux gens, aux familles, établir la discussion, éviter qu'il y ait voilà, ce braquage. Donc voilà, servir de médiateur entre les jeunes filles et leurs parents, les jeunes filles et les institutions, entre les jeunes filles et les psychologues, voilà. C'est ça. Après, je reviens juste, après, c'est vrai que c'est un débat assez délicat sur le fait que les violeurs ne sont pas des victimes. Mais c'est qu'on voit souvent dans les histoires de violeurs, c'est que ça a été des victimes avant. Ils ont été des victimes avant et donc, du coup, c'est des agresseurs potentiels. Donc c'est vrai que c'est très délicat, mais c'est quelque chose qu'il faut pas... J'ai vu ça aussi dans un documentaire, parce qu'en fait, généralement, il y a certains garçons qui, quand ils étaient petits, aux filles aussi, ont subi tout ce qui était attouchement. Par des ongles, des dents et tout. Et donc, ce qui fait en fait qu'ils développent justement en fait un caractère de potentiel violeur. Exactement. Donc pour eux, c'est tout à fait normal qu'ils puissent toucher une femme, même si elle ne le veut pas, parce qu'ils ont subi la même chose. Donc du coup, ils ne donnent que ce qu'ils ont pu recevoir. Bon, en tout cas, j'aimerais juste dire à toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui ont vécu ces moments-là difficiles, ces moments de viol, ou même, je sais qu'il y en a beaucoup dans le milieu chrétien, par exemple, qui n'en parlent pas. Je sais que quand j'ai mis le post justement de recherche de témoins sur mon Instagram, j'ai pas mal de sœurs en Christ qui me disaient oui, moi j'ai été victime de ceci, qui m'ont raconté leur histoire, mais qui voulaient rester anonymes. En fait, c'est encore perçu comme une sorte de honte. J'ai honte, même si, voilà, elle culpabilise encore. Non, franchement, si tu as vécu ça, ne le garde pas pour toi, en fait. Le garder pour toi, c'est comme te détruire, c'est t'emmener encore dans une sorte de phase autodestructrice de toi-même. Donc, essaie d'en parler. Là, nous avons Noëlla qui a son association, qui est bien évidemment agréée par l'État. Enfin, tout est bon. Pas encore. Pas encore. Pas encore par l'État, mais j'ai quand même le soutien donc, de la mairie de Champigny-sur-Marne, du département du Val-de-Marne. C'est déjà bien ça. Ouais, c'est... Donc, si tu veux en parler, essaie vraiment de te rapprocher de personnes qui ont vécu la même chose que toi, parce que généralement, on va parler à des personnes qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu et n'ont pas forcément les mots appropriés pour nous consoler ou pour nous emmener justement à nous sentir mieux. Alors, le débat est long. En tout cas, nous aurons Noëlla le mois prochain aussi pour nous parler justement de ce que ce viol a causé, des conséquences de ce viol sur elle, mais de façon psychologique et de façon psychique. On a vraiment survolé certaines choses. Elle nous parlera est-ce que ces viols-là ont entraîné, enfin ce viol plutôt, a entraîné dans sa vie ces grosses choses. Quand même, elle a un très très gros témoignage, elle a un lourd témoignage qui mérite d'être écouté et d'être vraiment raconté parce que beaucoup passent par ces moments-là, mais ne parlent pas. Je sais que beaucoup se reconnaîtront en ton histoire. Donc, on va faire une petite courte page de pub et on revient tout de suite après. Merci. Beautifully Made, une marque de prêt-à-porter féminine qui vend tout type de vêtements pour toute occasion. Ils sont disponibles sur Internet, Instagram et Facebook au nom de Beautifully Made. Nous sommes de retour sur notre plateau Ewok Talk Show, toujours accompagnée de la ravissante Noëlla. Alors Noëlla est la fondatrice de l'association Laissez-moi vous raconter. Donc par rapport à son histoire, bien évidemment, donc cette association-là est sur Instagram, sur Facebook également. Donc vous pouvez vous rapprocher de Noëlla sur Instagram, Laissez-moi vous raconter.
Et comme ça, vous pourrez parler avec elle, échanger. Peut-être si vous voulez la connaître un peu plus par rapport à son témoignage, vous pourrez échanger avec elle, savoir comment ça s'est passé. Vu que là, c'est un plateau, du coup, on peut pas aller plus en profondeur par rapport au temps. Donc, vous pourrez vraiment avoir le temps de parler avec elle. Donc voilà, une association qui est disponible. En fait, moi j'aime bien les flyers, c'est super sympa. Ça parle, mais vraiment, C'est un shooting qu'on a fait, ouais, c'est super qui a sympa. été financé par la mairie de Champigny, qui nous ont aidés pour Ouais. les soutiens. C'est magnifique, hein. Et ouais, je voulais vraiment que ça soit une campagne coup de poing, Là, c'est avec des phrases choquantes qui, voilà, je suis une victime potentielle de viol. Et là, Je ne suis c'est pas un violeur et toi. Ouais. Sur, ouais, devant. celui-là, je pense, oui. Celui-là, c'est je ne suis pas un violeur avec un garçon. Parce que bien évidemment, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Il faut pas avancer ça. Et toi. Voilà. Et toi, tu es quoi? Ah bon? Tu es quoi? Et celui-là aussi. Et si je vous disais qu'hier, votre sœur s'est faite violer? Oui, c'est quand même des phrases coup de poing quand même. Ici, on a je ne suis pas une victime de viol potentiel. Et bien évidemment, la ravissante Noëlla, j'ai été violée. Voilà. Donc nous sommes très très contents de t'avoir reçu sur Evoque aujourd'hui. C'est un témoignage vraiment à écouter, à réécouter. Alors le mois prochain, Noëlla sera encore avec nous, donc on te fera encore revenir. Voilà, Avec plaisir. Ça y est, t'es avec nous. Donc pour l'instant, Noëlla reste joignable sur son... Est-ce que tu as un Instagram personnel? Oui, alors c'est Noëlla, donc Noe2LA, LDSQ, donc Landesque, l'abréviation. D'accord. Et voilà. Sinon, après, pour l'association, c'est l'Instagram, le Facebook, c'est Laissez-moi vous raconter. Et voilà, vraiment, vous pouvez m'envoyer des messages. Même si je ne vous réponds pas à l'instant T, je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous voulez parler de votre histoire, qui est vraiment ce principe de réciprocité, de compréhension. Je suis là. Honnêtement, n'hésitez pas et ne vous mettez même pas de barrière. On n'est pas là pour vous juger ou quoi que ce soit. Je veux juste que vous libériez la parole et que vous arriviez, entre guillemets, à entamer votre processus de guérison. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible. Voilà. Ok, super. Mais alors également, il y a aussi notre psychologue Samantha. Si vous voulez parler à une personne qui comprend un peu plus le côté psychique de la chose, parce que voilà, c'est pas que physique. Après, ça touche vraiment tout, le psychique, le psychologique. Samantha également, qui est psychologue de métier et diplômée, donc du coup, vous pouvez aussi vous rapprocher d'elle. Il n'y a pas de problème. Vraiment, parlez. Ne gardez pas tout en vous. Parlez, libérez la parole, comme a dit Noëlla. Libérez la parole. Alors, on va clôturer avec Bobby. Bobby qui nous ramène une nouveauté dans la saison. Donc, je te laisse présenter en 1 minute chrono d'abord ton concept. Non, d'abord. Et après, tu présentes ta photo. D'accord? D'accord. Voilà. Ok. 2 minutes tout. 2 minutes. Voilà. Ok. Ben, là, nous sommes sur la Minute Mode. Donc, c'est un nouveau concept pour cette nouvelle saison. Donc, c'est pendant 1 minute et parfois quelques secondes aussi. Parce que je ne suis pas un secondes robot. est passé en fait là. Non, mais 1 minute et quelques secondes, on vous présente le look du mois. Un look qui peut vous inspirer pour une sortie, pour une fête, pour un événement. Donc, voilà. Ok. Et pour ce mois-ci, alors, tu nous as préparé quoi? Je pense que l'image est balancée sur votre écran. Pas mal. Alors, c'est la minute mode, la minute du style, de la classe et de l'élégance. Pour ce mois-ci, comme vous le voyez, nous avons une image. C'est un look qui vous est proposé. Alors, en termes de couleurs, c'est un look qui a un très beau look, un camailleux orange. Voilà, un camailleux orange. Osez les couleurs, mesdames, osez les couleurs, n'hésitez pas. Alors, en termes de matière et de coupe, nous sommes sur une veste avec 4 poches plaquées. Ensuite, la veste, elle est maintenue par une ceinture. En termes de bas, nous sommes sur une jupe à volant en organza. En organza. En volant. J'aime beaucoup cette jupe, tu sais pourquoi? Parce que ça donne vraiment un petit mouvement quand tu marches. Tu as l'impression d'être fluide. J'aime beaucoup cette jupe. Et léger. retenez bien ceci, mesdames, c'est que les jupes à volant ne sont pas démodées. Il suffit de bien les choisir avec une belle coupe, une belle couleur et vous serez élégante. C'était la minute mode, la minute du style, de la classe et de l'élégance. Bravo Bobby. Bon, 1 minute et des secondes, hein. C'était pas vraiment carré 1 minute, hein. Nous ne sommes pas à 2 minutes. Ouais, fluidité, Voilà. tout ça. Non, franchement, tu m'as appris des choses que je savais pas du tout. Ah ouais, moi aussi. Enfin, Bah, oui, c'est moi super. je savais, mais bon. Mais ça avec va. quoi comme chaussure, une paire d'escarpins?
Avec une paire d'escarpins ou une paire de... Des baskets, ça ira? Bon, des baskets. Moi, je sais que j'ai plein de jupes comme ça et je les mets avec des baskets. Ouais, Parfois, j'en j'ai ai une paire déjà de vu baskets chez moi. quelques-unes. Oui, c'est ce que tu Ouais. m'as dit. C'est vrai, quand tu m'as dit basket. J'ai une paire de baskets chez moi et je mets avec ça. Franchement, c'est super sympa. C'est pas mal. Ouais, C'est- j'avoue. en fait, ça casse le côté. Tu mets ça avec une petite veste blazer, un t-shirt, Sportwear. sportswear, tu vois, voilà, dégaine chic, tu vois. Yeah, Voilà. I know. Donc, la photo sera mise sur le Instagram d'Ewog. Et ouais, oui. Et vous pourrez noter le look, si vous aimez pas, pourquoi vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas. Voilà. Faut justifier votre réponse. Alors, donc, nous sommes arrivés à la fin de Ewog Talk Show. Nous sommes vraiment contents de vous avoir encore scotché cette saison aussi. Donc, le mois prochain, on se donne rendez-vous pour un nouveau thème accompagné de Noëlla. Quel sera le thème? Je vous laisse deviner. En fait, c'est une suite logique de ce qui lui est arrivé. Donc, voilà. Pendant les 3 prochains mois, nous aurons vraiment une suite logique jusqu'à l'effet final de ce genre d'événement, de ce genre d'acte sur la vie d'une personne. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau thème accompagné de Noëlla. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.